Dans le Mac de la Santé, aujourd'hui, on est ravis d'accueillir Patrice Duhamel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste et observateur de la vie politique depuis plus de 50 ans et vous nous parlez aujourd'hui de la santé, mais non, c'est une qualité, la santé des présidents. En l'occurrence, vous ouvrez le bulletin de santé de plusieurs présidents de la Ve République et il y a quelques lignes à corriger parce qu'on ne nous a pas dit toute la vérité, rien que la vérité. Bonjour à tous, bienvenue au Mac de la Santé. Je suis ravi de vous accueillir pour une heure d'émission en direct. On va prendre soin de votre santé, on va répondre aux questions que vous nous envoyez et celles que vous recevez. Rime, bonjour. Bonjour, Jimmy. Aujourd'hui, vous répondez à Marie-Odile à propos d'un petit bobo quand on se baigne. Si je fais ça, ça vous dit quoi? Ça veut dire que vous êtes un peu bizarre. Alors Marie-Odile aussi, parce que c'est ce qu'elle fait pour enlever l'eau dans ses oreilles, mais ça ne marche pas trop, qu'on va lui donner plein de bons conseils pour enlever l'eau et ne pas en avoir. Et vous êtes venu avec un bandeau un peu étrange. Hein. Le style à la piscine. Alors ça, c'est plutôt pour dormir. Hein. Ce que vous avez fait là devant les yeux, c'est pas pour la piscine. Personne ne nage comme ça. Franchement, horrible. Sophie Janvier, bonjour. Bonjour. Vous nous avez préparé le top 5 de vos légumes préférés. Oui, parce que les légumes de printemps, c'est une mine de micronutriments intéressants, certains méconnus, certains très intéressants, on verra ça tout à l'heure. Aline Jackson, je dirais. Si je fais ça, Ah bah on va dire vraiment là, vous êtes dans la tenue de Michael Jackson. écoutez, c'est comme ça qu'il faut aller voir le biopic, hein, sinon rien. Donc, bon, moi, je vais vous parler de Michael Jackson et d'un problème de peau. Dont il a qui souffert. porte une maladie, c'est Le vitiligo. Voilà, donc il n'a jamais voulu être blanc. Donc- On précise qu'il était atteint de cette maladie. On va parler de ce film qui est en salle et qui retrace Qui justement cartonne. sa vie, qui Ouais. cartonne en France et dans le monde. Voilà. Le Mac de la Santé, c'est également du reportage. Et dans notre série Le Pouls de la France, nous irons au CHU d'Amiens à la découverte d'une unité spéciale qui s'occupe de la douleur pour mieux accompagner les patients pendant leur hospitalisation. Nous répondrons ensuite à toutes vos questions à propos des légumes de printemps. Artichauts, radis, asperges, carottes, laitues, épinards, courgettes, concombres et j'en passe. Quelle vertu peut-on espérer de ces différents légumes sur notre santé? Comment bien les choisir et les conserver? Les explications avec nos deux spécialistes. Nous sommes en direct. Vous pouvez nous poser toutes vos questions par SMS au 41 555 et nous dire d'ailleurs quels sont vos légumes préférés. Mais là, tout de suite, c'est le journal avec Emma Strack. Bonjour Emma. Bonjour Jimmy, bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est quoi votre légume préféré, vous Emma? De cette saison, asperges vertes. C'est vrai que c'est bon les asperges. Et on va continuer de parler de cuisine avec ce chiffre du jour qui nous amène à la cuisine puisque 30% des contaminations alimentaires ont lieu à la maison. Oui, l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, nous rappelle que les aliments sont vivants et lance une campagne consacrée aux bons gestes, à commencer bien sûr par se laver les mains avant de cuisiner, tout ça pour limiter les risques d'intoxication. Et quand vous dites vivant, Emma, en réalité, c'est vrai que les aliments, on le sait, peuvent favoriser le développement de virus, de parasites et de bactéries, comme l'Escherichia coli, responsable de ce qu'on appelle des toxi-infections, qui peuvent donner des douleurs abdominales, de la diarrhée, des vomissements, ou des symptômes plus ou moins graves en fonction de vos antécédents. Alors, quelques conseils pour éviter le pire. Déjà, à chaque aliment, sa planche. On ne découpe pas les tomates et les concombres sur la même planche que le poulet qu'on prévoit de cuire. Ça évite le risque de contamination croisée. On met les plats cuisinés au frigo dès qu'ils ne sont plus chauds, c'est-à-dire 2 heures après la cuisson des lasagnes, par exemple, pour éviter la prolifération des agents infectieux. Et puisqu'on parle du réfrigérateur, on le nettoie régulièrement, on y emballe les aliments et on vérifie que la zone la plus froide est bien comprise entre 0 et 4 degrés. Dans un an, la France devrait avoir un ou une nouvelle chef d'État. Et sa bonne santé est évidemment essentielle pour assurer de telles responsabilités. Alors théoriquement, oui, mais quand on regarde l'histoire de la Ve République, on peut se poser des questions et c'est tout l'objet de ce livre, Le Crépuscule des dieux, publié aux éditions de l'Observatoire, un ouvrage passionnant, très documenté, qui dresse un constat glaçant. Sur 8 présidents, 2 n'ont pas pu réellement exercer leurs responsabilités jusqu'au bout et 2 autres ont été contraints à certains moments de lever le pied. Et pour en parler, nous sommes ravis de recevoir l'auteur de ce livre, Patrice Duhamel. Bonjour Patrice. Bonjour. Et Merci bienvenue à d'avoir vous. accepté notre invitation. Alors, vous êtes journaliste et observateur de la vie politique depuis plus de 50 ans. Georges Pompidou, atteint d'un cancer rare du sang. François Mitterrand, un cancer de la prostate avec des métastases. Chacun affaibli physiquement de façon très importante. La question qu'on se pose, c'est que est-ce qu'ils étaient en capacité d'assurer leurs fonctions à la fin de leur mandat? Dans les 18 mois ou 2 dernières années, non. Il y avait des moments de lucidité, mais il y avait des moments de faiblesse extrême.
Georges Pompidou. Il y a eu un moment de délire, par exemple, puisque j'ai eu le journal de bord du grand médecin, sans doute le plus grand médecin français du XXe siècle, qui s'appelait Jean Bernard, qui est un peu l'inventeur de l'hématologie moderne, et qui a écrit un journal, puisque c'est lui qui soignait Georges Pompidou, sans avoir le droit de le voir, d'ailleurs. C'est très, très étonnant, pour des raisons de confidentialité, et parce que Georges Pompidou, sans doute, ne voulait pas savoir lui-même toute la vérité. Enfin, il la connaissait, mais notamment l'espérance de vie. Il ne savait pas. On voit sur cette photo, par exemple, là, ça se passe en Islande, 10 mois avant la mort de Georges Pompidou. J'ai été d'ailleurs sur place, vous allez nous le raconter. Je m'en souviens. Mais c'est quand même assez fou. Georges Pompidou, comme Charles de Gaulle, Charles de Gaulle, on lui avait diagnostiqué un anévrisme de l'aorte. Et en fait, ils n'étaient pas au courant de la gravité de leur maladie. De Gaulle ne savait pas du tout que ça avait été diagnostiqué. C'est son médecin personnel qui était à Londres avec De Gaulle et qui est ensuite compagnon de la Libération qui le soignait et qui avait dit « Si je lui dis la vérité, il a un tel sens de l'État qu'il ne voudra jamais revenir au pouvoir. » Donc il n'aurait pas créé à ce moment-là, lui, peut-être quelqu'un d'autre, en tout cas lui, n'aurait pas créé la Ve République. Ça paraît incroyable aujourd'hui de se dire que le patient n'est pas au courant. Pompidou savait qu'il avait une maladie grave, il savait qu'il avait des troubles sanguins, il savait qu'il avait des hémorragies, il savait qu'il avait un traitement très lourd à base de cortisone et à haute dose, et il a su assez vite qu'il était soigné par ce grand professeur, ce qui quand même n'était pas très bon signe. Donc il ne connaissait ni le nom de la maladie de Waldenström, c'est un Suédois qui a inventé, enfin pas inventé, qui a trouvé exactement de quoi il s'agissait. Et il ne savait pas qu'il en avait pour quelques années à vivre. 1973, donc vous l'évoquiez, vous étiez sur place à Reykjavik lors d'un déplacement de Georges Pompidou. On sait en effet, le grand public en tout cas, qu'il a des soucis de santé, des grippes à répétition, qu'il est fatigué. Mais là, c'est son apparence qui est frappante. C'est-à-dire qu'il a le visage bouffi. Personne ne l'a jamais vu comme ça. Et vous, on vous demande de ne pas en parler. Alors que vous observez ça, comment ça s'est passé ? Moi, je suis sur place. J'ai un confrère américain au bas de la passerelle qui est à côté de moi, qui me dit « Mais votre président est mourant ?» Je lui dis « Non, il a la grippe. » C'était la thèse officielle. Et puis le soir, on me fait rentrer, le lendemain matin, on me fait rentrer d'urgence à Paris, un avion du gouvernement, c'était l'ORTF à cette époque-là. Et on me dit, je suis convoqué par, j'étais un junior, hein, je suis convoqué par le patron de l'information de l'époque qui me dit est-ce que vous savez garder un secret d'État ? Bon, je bafouille oui, ouais, on peut que répondre oui à ce moment-là. Et on me dit là, bah, écoutez, on a une instruction de l'Élysée, pas de gros plan du président. Donc là, on voit quand même qu'il est le visage très, très bouffi, mais là aussi, c'est ce qu'on appelle des plans américains. Donc j'ai su tout de suite que c'était extrêmement grave. Et j'ai appris dans le journal du professeur dont je parlais il y a un instant qu'en réalité, quelques 36 heures avant de partir pour voir le président américain en Islande, il avait eu un malaise très grave, qu'il avait failli ne pas pouvoir partir, avec 42 fièvres, et que c'était une des crises dont il était victime assez couramment. Il a vécu un calvaire, on peut le dire en réalité, Georges Pompidou. Il a également la santé de Jacques Chirac. En 2005, en septembre, il est victime d'un accident vasculaire cérébral. Il est hospitalisé une petite semaine. C'est pas rien, mais le premier communiqué fait état d'un petit accident vasculaire. Pas cérébral. Et pas cérébral. Le mot disparaît. Et à sa sortie, il s'affiche en pleine forme. Je vous propose de regarder. Pour ne rien vous cacher, je commençais à avoir hâte de sortir. Ça, c'est un fait. Je commençais à trouver le temps long, surtout à l'heure du déjeuner, que je suis très content maintenant d'aller prendre. Alors, tout est bien cadré, sa bonhomie légendaire, il a l'air d'être en pleine forme, sauf qu'en réalité, sa santé est un peu différente. Bah, c'est plus le même homme. Là, on le voit, il est très, très en forme, comme il était, très, très sympathique, très chaleureux, etc. Beaucoup d'empathie. Mais c'était quand même un vrai accident de santé. Il n'a pas pu prendre l'avion, par exemple. Il n'avait pas le droit de prendre l'avion pendant une période assez longue. Et puis, il était extrêmement fatigué. De temps en temps, il était très distrait. C'est pas du tout la gravité de Georges Pompidou et de François Mitterrand, mais c'est plus le même homme qui dirige la France. J'écris dans le livre, il est un peu en pente douce à ce moment-là. Il termine, c'est son mandat en pente douce. Est-ce qu'aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, où on a tous un portable dans les mains, il y a l'info en continu qui s'affiche partout, on pourrait encore cacher la maladie d'un chef d'État, comme ça a été le cas ?
Alors, si ça se voit, si physiquement c'est clair, comme ça l'était pour Georges Pompidou. Comme ça l'a été pour Emmanuel Macron récemment, Oui, avec son alors œil. oui, on l'a vu aussi pendant le Covid, où il se filmait lui-même à la résidence de la Lanterne, puis son problème à l'œil. Enfin bon, apparemment, il est en pleine forme. Mais quand la vision des téléspectateurs est évidente, qu'on voit bien que le président a un problème, aujourd'hui, je pense qu'il ne pourrait pas rester en fonction dans ce nouveau monde que l'on connaît, les chaînes d'infos, les réseaux sociaux, etc. Si c'est autre chose qui ne se voit pas physiquement, pourquoi pas? Mais ce que je trouve insupportable, et c'est pour ça que j'ai fait ce livre, c'est que si on calcule 5 ans de Pompidou, 14 ans de Mitterrand et 2 ans de Chirac, pendant plus de 20 ans, il y a eu un mensonge d'État. Mais Les théoriquement, Français ne savaient pas que leur président était très malade. alors que la Constitution prévoit, en cas d'empêchement, il y a des pratiques qui sont prévues. Il faut que le gouvernement alerte le Conseil constitutionnel. C'est très compliqué. Jamais mis en place. Quasiment infaisable. Est-ce qu'il faudrait déjà faire passer un check-up? Alors tout ce que je suggère à la fin, on ne peut pas les contraindre, parce qu'il faudrait changer la Constitution. Mais on peut suggérer fortement aux candidats, quand ils ont obtenu leur signature et donc ils vont au bout de l'élection, au moins un minimum de faire un check-up et après, ils le rendent public ou pas, je pense qu'il serait difficile de ne pas le faire. Et qu'ensuite, il y ait vraiment des bulletins de santé qui correspondent à la réalité, ce qui n'a pas été le cas pendant 20 ans. Ça pose des questions. Ce qui est considérable. Ça pose des questions. Et je commence le livre en disant que ce sont des questions vertigineuses. Oui, parce c'est que, des questions démocratiques, parce qu'on peut aussi se dire que les plus jeunes présidents seraient peut-être avantagés versus les autres. Oui, c'est ce que je l'écris d'ailleurs. Qu'il faut peut-être mettre sur la table pour les prochaines élections présidentielles. C'était vraiment passionnant, Patrice Duhamel. Je rappelle le titre de votre livre dans lequel on retrouve plein d'anecdotes incroyables. Le crépuscule des dieux, c'est publié aux éditions de l'Observatoire. Merci beaucoup. Merci à vous. Beaucoup. Une première remplie d'espoir pour les patients. Un traitement expérimental capable de ralentir la progression d'un cancer très rare. L'établissement Gustave Roussy en région parisienne fabrique lui-même ce traitement qui serait impossible à rentabiliser pour l'industrie pharmaceutique. Et notre équipe a rencontré Bruno qui bénéficie de ce protocole exceptionnel et espère ainsi voir réduire cette tumeur qui lui déforme le visage. Regardez ce reportage de Géraldine Zamanski, Alexandre Delaval et Nathalie Vincenti. Au centre Gustave Roussy, Bruno bénéficie d'un protocole unique en France. La production d'un médicament abandonné par l'industrie pharmaceutique pour son cancer très rare. Une source d'espoir face à la récidive de sa tumeur après les premiers traitements. Je n'ai rien eu pendant 6 mois. Et après, hop, c'est revenu sous l'œil. Ça fait une petite bosse, et puis la bosse a grandi, et l'œil, là, il est coincé. Je peux l'entrouvrir, je vois encore de la lumière, mais c'est dur. Les 2 chimiothérapies tentées lors de la rechute ont échoué. Alors l'équipe de Tours qui soignait Bruno lui a parlé d'une toute nouvelle molécule, le birabrézib. C'est l'Institut Gustave Roussy qui m'a récupéré avec un médicament expérimental. Voilà. On vous propose quelque chose, il faut le prendre. Hein. Parce que cette maladie ne ralentit pas. Hein. Et donc, oui, le birabrézib, ça ne guérit pas, mais ça ralentit la tumeur. Et c'est la première fois qu'un traitement réussit à freiner la multiplication particulièrement rapide des cellules de ce cancer. Alors, dites-moi comment ça va? Ça peut aller. C'est une maladie où on est dans l'impasse thérapeutique. Donc oui, on s'est dit qu'il fallait qu'on donne l'accès à cette molécule aux patients pour essayer de mieux cibler l'anomalie particulière qu'on connaît dans cette maladie et bloquer le mécanisme de prolifération. Et donc un espoir supplémentaire de changer un peu l'évolution de cette maladie. Est-ce que je peux regarder comment c'est? Oui. En quelques semaines, la tumeur de Bruno a bien été freinée, mais le traitement a dû être arrêté quelques jours à cause d'un risque d'hémorragie. Ça fait pas mal là quand je touche. Non. Aujourd'hui, bonne nouvelle, son oncologue peut garder la dose maximale. Donc là, on va continuer à 80 mg. Merci. Bruno bénéficie de cette production exceptionnelle de son médicament au sein de l'hôpital, dans les mêmes conditions de sécurité que l'industrie pharmaceutique, mais sans les exigences de profit. Une fabrication au service des patients. Les essais cliniques avaient donné à peu près 30% de taux de réponse, ce qui n'est pas énorme, pas suffisant en tout cas pour que l'industrie pharmaceutique y aille sur des maladies très rares. Et on est les seuls en Europe, et peut-être certainement au monde, à avoir une molécule de cette classe-là qu'on peut donner aux patients en France et qu'on va donner aussi, de rendre accessible aux patients européens.
Bruno vient ainsi chercher ses précieuses gélules tous les mois à la pharmacie de l'hôpital. J'ai 4 gélules à prendre tous les matins. C'est quand même beaucoup plus pratique que d'avoir une chimio, c'est sûr. C'est sûr, c'est beaucoup plus agréable, au moins on est à la maison. Et ça, c'est bon pour le moral aussi. Merci. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. Bruno est un des 10 premiers patients traités en France. Il pourrait bientôt être une centaine dans toute l'Europe. Et on remercie Bruno d'avoir accepté de témoigner dans ce reportage et on lui souhaite vraiment bon courage. Pour terminer ce journal, on vous propose quelques mots, des mots MOT tout nouveaux dans le dictionnaire. À commencer par une dinguerie, Jimmy. Je vous dis un petit secret, je vous le dis aussi à vous, j'ai un crush pour Aline Afanokoé qui nous a rejoint cette saison et aussi pour les pistoles. Est-ce que vous m'avez suivi surtout? Alors, dinguerie. La oui. dinguerie, vous l'utilisez tout le temps, la dinguerie, souvent, ouais, c'est bien dinguerie. intégré. Donc... Crush, c'est un amour, c'est voilà, un coup de cœur. Voilà. Pistole. Pistole, c'est des petites pastilles au chocolat. Ça, Sophie Janvier aurait certainement su. Les petites pastilles au chocolat qu'on va cuisiner ensuite. Et on peut prompter la recette aussi. Prompter, c'est demander à l'intelligence artificielle générative de trouver la réponse pour nous. Ça, c'est les nouveaux mots du dictionnaire de cette année. Pistole, je mangerai des pistoles tout à l'heure. Ça marche, Nico? Ouais, enfin tout à l'heure, c'est un peu vieillot du coup. Bon, parmi les nouveaux mots du Nico, il y en a 2 qui nous intéressent puisqu'ils disent exactement la même chose et sont liés à la santé. Neuroatypique et neurodivergent. Ça désigne une personne dont le fonctionnement neurologique diffère de celui du plus grand nombre et qui présente un trouble du neurodéveloppement, donc trouble du spectre autistique, trouble de l'attention et 10 en tout genre, dyslexie ou dyscalculie par exemple. Et quelques sportifs français font également leur rentrée dans le dictionnaire. Oui, l'immense basketteur, à tout point de vue d'ailleurs, Victor Wembanyama, et la cycliste Pauline Ferrand-Prévot, médaille d'or aux Jeux Olympiques de 2024 et gagnante du Tour de France l'année dernière. Eh bien, merci beaucoup Emma et à demain. Salut. On va manger des pistoles. Ouais, je cherchais un mot pour dire au revoir mais j'ai pas. Bien à vous mon cher Jimmy. Ah oui, au revoir. Dans quelques instants dans notre dossier du jour, nous répondrons à toutes vos questions à propos des légumes d'été. Nous serons avec Sophie Janvier, notre diététicienne nutritionniste, et Florian Gilbert, maraîcher et primeur. Dans notre série Le Pouls de la France, nous irons au CHU d'Amiens à la découverte d'une unité spéciale qui prend en charge la douleur pour mieux accompagner les patients. Le film Michael, qui retrace les débuts de la carrière de Michael Jackson, qui cartonne en France et partout dans le monde, c'est la chronique d'Aline Afanokoé. Nous répondrons à la question de Marie-Odile, une téléspectatrice qui aimerait savoir comment faire pour se débarrasser de l'eau coincée dans l'oreille après une baignade. Eh bien, c'est Rim qui lui répond dans un instant. Je vous rappelle que nous sommes en direct. Vous pouvez nous poser toutes vos questions par SMS au 41 555 et il est temps de retrouver nos chroniqueurs. J'essaie de venir en moonwalk. Rim, Aline, et justement, Aline, Je sais pas le faire. vous venez en moonwalk, c'était plutôt pas mal. Puisque vous allez nous parler de la star Michael Jackson. Oui. Le film biographique Michael, qui retrace les débuts de sa carrière, vient de dépasser les 3 millions d'entrées en France en 3 semaines. Et Billie Jean qu'on entend là, c'est le deuxième extrait de son album Thriller, l'album le plus vendu de tous les temps, qui est passé aujourd'hui numéro 1 des ventes d'albums physiques. Ah ouais, Même ça a mort. relancé la machine. Bah ouais, Michael Jackson, c'est plus fort que nous. Donc vous le savez, donc cette année, ce biopic Michael remet la légende au centre de l'actualité, offrant un regard intime sur les origines du roi de la pop. Je vous propose de regarder tout de suite la petite bande-annonce. Y'all want to work in a steel mill like me for the rest of your days? No, sir. Yeah, because I sure as hell don't. Y'all willing to fight for it? Yes, sir. I need to hear you a little louder. Y'all willing to fight for it? Yes, sir. Ready whenever you are, Michael. Do you know what I'm after? You want to be the biggest star in the world? We need to capitalize on Michael's success. Because the Jackson family is the brand. That's our Coca-Cola. And we need to start selling. So, I'm planning an international tour. This is just the beginning. C'est vrai que ça décoiffe comme votre tenue, Aline, parce que Bah, vous j'ai avez la essayé de tenue rendre hommage. jusqu'au bout des chaussures et des chaussettes.
On les a pas vus. Non, C'est sûr, alors, il y avait on un l'a gros vu. plan qui était prévu. Super distribution, de magnifiques acteurs. Celui qui incarne Michael Jackson, c'est son neveu. Mais attention, ça n'est pas un documentaire. Donc, aucune polémique n'est mise en avant dans ce film. Quand vous dites polémique, c'est-à-dire qu'on met de côté les affaires de pédophilie, Voilà. d'addiction, volontairement, on Oui. n'en parle pas, et On c'est n'en mis de parle côté, pas. c'est passé sous le tapis. Peut-être pour le deuxième volet, parce que la suite est à venir, c'est annoncé hein, quasiment. Alors, si le film ne parle pas de ses addictions et des accusations de pédophilie, au-delà de la musique, il explore la vie personnelle de l'homme derrière le génie précoce révélé au sein des Jackson 5. Et oui, parce que c'est ça. Il a été confronté très tôt, Michael Jackson, à la maltraitance, à la violence d'un père visionnaire, mais donc qui le faisait avancer avec des coups de ceinture, avec des insultes. Il l'appelait Big Nose. D'ailleurs, on voit bien, à côté de son père, on ne le sent pas super décontracté. Il est un peu figé. Bon, bref. Ça, c'est terrible dans l'histoire de Michael Jackson. Ça a complètement traumatisé sa vie et ça a eu beaucoup de conséquences, notamment sur son image. Avec un complexe, des complexes. Enfant prodige, Michael Jackson qui devient star planétaire en quête permanente de perfection. Oui, enfant prodige qui est en quête de permanence de perfection et aussi d'affection. Ce qu'on ne savait pas, c'est que... Ah oui, donc dans le film, on revient sur un épisode marquant de sa vie, c'est son accident en 1984. Il tourne une pub pour une marque de boissons gazeuses trop sucrées et il y a un effet pyrotechnique qui explose, enfin qui fait qu'il se retrouve brûlé avec... ils lui ont gardé le gant, c'est pas grave. Mais voilà, il a le cuir chevelu abîmé, il va commencer à devoir porter des perruques. Ça va aggraver sa perception de sa propre image. C'est tragique. Et dans le film, on le voit aussi s'intéresser aux autres enfants. Il va dans les chambres pour leur apporter du réconfort. Mais cet épisode-là est un petit peu le marqueur de tout ce qui va suivre ensuite sur son obsession. Et de la sur son maladie image. dont il a souffert. Et donc, une maladie, ça, c'est ce qu'on sait moins. Dans les années 80, Michael Jackson se rend compte qu'il a des taches sur la peau et en fait, il est atteint de vitiligo. Et on rappelle que le vitiligo, c'est une maladie auto-immune au cours de laquelle des taches blanches apparaissent sur la peau. C'est ce qu'on appelle des dépigmentations qui peuvent survenir à n'importe quel moment de la vie et quelle que soit sa couleur de peau. Il en a parlé dans l'émission d'Oprah Winfrey en 1993 et à l'époque, cette émission suivie par 90 millions de personnes l'amène à parler de ce problème personnel qui est encore peu connu. Et il explique que ça le stresse de voir sa peau comme ça, disparate. Il commence à utiliser du maquillage pour uniformiser son teint. Et il précise qu'il est fier de ses racines, il est fier d'être afro-américain, il est fier d'être qui il est, et qu'il n'a jamais voulu essayer d'être blanc. Mais par contre, il est aussi très affecté par les critiques et toutes les histoires qu'on entend sur lui, parce que c'est à ce moment-là qu'a commencé cette histoire selon laquelle Michael Jackson veut devenir blanc. Mais il aurait suivi un protocole de dépigmentation finalement pour harmoniser en quelque sorte, parce que comme il souffrait de ce contraste. Il souffrait de cette apparence et c'est ce qui frappe aujourd'hui encore avec le recul, c'est la violence du regard porté sur lui à l'époque, des théories complotistes, des humiliations médiatiques répétées. Bon, voilà, ça a été jusqu'à la fin de sa vie... très difficile. Avec une ironie, avec un titre, Black and White. Black and White, parce que finalement, c'est ça la question qu'on se pose. Il est noir, il est blanc, il était noir et il avait un problème qui s'appelle le vitiligo, tout simplement. C'est vrai qu'à l'époque, à l'époque, on ne connaissait pas cette maladie. Mais depuis, ça a évolué. Ça a évolué. Alors, grâce à des personnalités qui assument d'être victimes de cette maladie, comme cette mannequin, qui est une mannequin canadienne, qui s'appelle Winnie Harlow et qui est la plus connue et qui n'hésite pas à dire à ceux qui ont la même maladie qu'elle que c'est pas un problème, qu'on peut vivre avec. On rappelle que c'est pas contagieux, c'est pas douloureux, c'est juste que ça peut causer des traumatismes parce que le regard des autres... Mais oui, c'est toujours la même chose. C'est comment... Alors que, vous voyez comme magnifique. Ouais. Et il y en a d'autres. Il y a des rappeurs, il y a des comédiens qui ont cette maladie. Et d'ailleurs, il y a une association française du vitiligo. Qui a été créée en 1991. C'est la première association qui permet aux parents, aux enfants de se rassembler, d'avoir des conseils, de rencontrer des dermatologues, de sensibiliser sur cette maladie et qui permet vraiment
d'aider les malades qui en d'aider à voir cette maladie comme quelque chose de pas horrible. Et voilà, tout simplement. Pour revenir à Michael Jackson, pour la 91, il signe une chanson qui est un hymne à la paix et à la fraternité. Et puis qui pourrait être notre générique. Soigner le monde, heal the world. Voilà. En fait, c'est un des titres qu'il préférait de sa discographie, parce qu'il pensait qu'on pouvait tous essayer de vivre ensemble, d'apprendre à se respecter et à s'aimer les uns les autres. Merci beaucoup. Il y a encore du boulot, oui. Bon, si vous allez voir le film, tenue correcte, exigée. Paillettes Mais vous allez voir, obligatoires. c'est n'importe quoi. Les gens sont comme des fous. C'est karaoké. Ça m'a donné envie d'y aller, j'irai ce week-end. C'est la folie. Merci beaucoup, Aline. Merci. Et tout de suite, on retrouve Rim qui répond à toutes vos questions. Mais avant ça, je voulais vous parler de la lettre de Danielle. Danielle, c'est une téléspectatrice du MAC de la Santé qui a 93 ans, qui habite le Val-de-Marne et qui nous a envoyé une gentille lettre pour nous dire qu'elle était une fidèle téléspectatrice. Eh bien, Danielle, on vous remercie, on lit toutes vos lettres et on vous embrasse. On vous souhaite une très bonne émission. Rim, vous répondez à la question de Marie-Odile. Oui, alors Marie-Odile, elle a un problème. Quand je me lave les cheveux ou à la piscine, il m'arrive souvent d'avoir de l'eau dans une ou deux oreilles. Alors, elle voulait savoir comment on l'explique. Elle saute donc pour faire sortir l'eau, mais ça ne marche pas. Donc, elle aimerait avoir des conseils sur ce qui fonctionne. C'est vrai que c'est assez courant. Est-ce que ça vous arrive quand vous vous douchez ou à la piscine ? Bah oui. Et d'ailleurs, on ne sait pas si on peut mettre un coton-tige pour aider à... Ah, je vais tout vous dire. Donc, voilà, c'est quelque chose d'assez courant. De devoir pencher la tête. Et certaines personnes y sont plus sujettes. Alors, pourquoi ? Parfois parce qu'on a le conduit auditif qui est étroit ou sinueux. Il y a aussi la présence de cérumen qui augmente. Ça fait un peu comme une éponge, donc ça garde de l'eau. Le fait de porter des écouteurs ou des bouchons d'oreille, comme ça augmente un peu le cérumen, là aussi, on peut avoir un peu plus d'eau. Et enfin, tout simplement, les baignades répétées. Heureusement, dans la plupart des cas, c'est bénin et ça va sortir au bout de quelques heures. Alors, on va vous expliquer ce que c'est que l'otite du baigneur, parce que finalement, on a globalement deux types d'otite. On a une représentation de l'oreille. Vous avez l'otite, vous savez, de l'enfant, l'otite moyenne aiguë, qui est liée à l'infection du tympan, cette membrane qui se trouve au bout du conduit auditif. Mais pour l'otite du baigneur, c'est une otite du conduit auditif, c'est-à-dire du tuyau qui s'amène tranquillement au tympan. Dans une otite du baigneur, on a une otite externe avec de l'inflammation au niveau de la peau qui est due à la prolifération notamment de bactéries. Le problème, c'est que la douleur peut être exactement la même et quand vous avez mal aux oreilles, vous êtes incapable de savoir si vous avez une otite classique ou une otite du baigneur. Très souvent, c'est le médecin qui pose le diagnostic. On regarde votre oreille avec un otoscope. Si on voit le conduit rouge inflammatoire et le tympan normal, on vous dit que vous avez la fameuse otite du baigneur. Alors voilà, c'est pour ça que si l'eau reste 2-3 jours, comme vous le disiez, comme nous, on ne peut pas trop savoir la différence, vaut mieux consulter et le médecin pourra nous donner un traitement local efficace. Alors, si l'eau est entrée, il y a peut-être quelques petits gestes pour essayer de s'en débarrasser. Moi, je saute effectivement d'un côté puis de l'autre. En général, ça passe. Ça passe ? Bon, bah, très bien. Alors déjà, ce qui est important, c'est de bien se sécher les oreilles pour éviter que l'eau macère. On va pencher la tête sur le côté en tirant sur le lobe. On peut rajouter le petit seau, pourquoi pas. Et aussi le fait d'ouvrir et fermer la mâchoire, ça peut nous aider. Tout comme le fait de rester couché un petit peu sur le côté. Voilà, vous restez calmement, l'eau va s'évacuer toute seule. Et puis, il y a également des traitements préventifs. Quand on sait qu'on est souvent sujet à ces otites, on peut mettre des petites gouttes asséchantes et désinfectantes. Et puis, on le disait, l'excès de cérumen, comme ça peut favoriser le fait que l'eau reste, un nettoyage chez l'ORL pour enlever les bouchons d'oreille, ça peut être utile. Aline parlait tout à l'heure du fait de mettre des cotons-tiges dans l'oreille, des petits bâtonnets. Alors ça, oui, malheureusement, les ORL n'aiment pas beaucoup parce qu'en général, ce qui se passe, c'est qu'on va pousser le cérumen plus loin dans l'oreille et donc ça pourra être contre-productif. Tout comme un objet pointu ou le fait de souffler très fort en se bouchant le nez, ça peut nous faire mal. Le meilleur des traitements reste la prévention et on peut essayer d'éviter que l'eau n'entre dans l'oreille. C'est peut-être ça le vrai traitement. Oui, alors c'est vrai que là-dessus, il y a en plus pas mal de choses qui ont été développées. Vous avez par exemple ce type de protection étanche. Ça ressemble un peu à des boules caisses, mais voilà. Ça, j'utilise, moi. Vous utilisez ça, Sophie, ça marche Mais pas bien pour ta douche. Non, quand je vais à la piscine. Mais Marie-Odile, elle pourrait, pourquoi pas les utiliser sous sa douche. Mais c'est vrai qu'en général, c'est plutôt quand on se baigne. Il y en a pour les enfants également. Ça coûte une dizaine d'euros. Et on peut aussi en faire sur mesure chez un ORL pour que ça s'adapte exactement... chez un audioprothésiste pour que ça s'adapte exactement à notre conduit auditif. Et puis, donc tout à l'heure, je vous parlais du bandeau, effectivement. Donc là, je vais essayer de bien mettre. Tout à l'heure, je ne l'ai pas bien mis pour ne pas me décoiffer. Voilà. Mais là, je le mets bien. Ça vous va à merveille. Imaginons que je mets le bouchon pour les oreilles.
Vous voyez, là au moins je suis sûre que que le bouchon ne va pas partir et que l'eau ne va pas rentrer. Ceinture et bretelles, voilà, comme ça Et vous si on met un aurez... bonnet de bain classique? Oui, le bonnet de bain ça peut marcher aussi, effectivement. Voilà. Il remonte. le J'entends bonnet. plus rien, pardon, je l'enlève. Merci beaucoup, Je Aurine, vous de en toutes ces prie. précisions. Et tout de suite, on prend le pouls de la France, direction la Somme. Et je vous propose une immersion au sein du CHU d'Amiens-Picardie. Vous allez découvrir une unité qui traque la douleur pour mieux accompagner les patients. Reportage Gabriel Bray, Benoît Lordelot, Stéphane Gioviado. Du coup, nous, on ne s'est pas encore vu, Madame Thierry. Je suis Yannick, je suis l'infirmier anesthésiste de l'unité d'API. D'accord. Ça va? Yannick fait partie du DAPI, pour douleur aiguë post-interventionnelle. Une unité spécialisée dans la prise en charge de la douleur. Ce matin, il va accompagner Véronique pour sa chirurgie mammaire. Je vais vous installer un petit dispositif, un peu comme un petit doigtier. Il va nous permettre de surveiller si vous avez mal ou pas pendant l'intervention. Cet outil de pointe, le NOL, permet aux soignants de lire la douleur de la patiente, même endormie. Il va analyser par exemple la sudation, il va analyser la fréquence cardiaque, il va analyser l'onde de pouls, c'est-à-dire l'impulsion de la pression sanguine sur les parois. Avec tout ça, il va nous faire un calcul qui permet de déterminer si la patiente a mal. La chirurgie va se dérouler sous anesthésie générale. Ça va commencer à tourner un petit peu, madame, c'est normal. Hein. Même si Véronique est maintenant profondément endormie, son corps exprime encore de la douleur. Au moment de l'intubation, le NOL réagit immédiatement. Le chiffre augmente sur l'écran de contrôle. Elle dort et malgré tout, son corps souffre. En fait, c'est un geste qui est douloureux. On a vu que le NOL est vite remonté aux alentours de 5 ans, malgré le fait qu'il y avait des produits contre la douleur. Ce qui est intéressant, c'est de voir si ça perdure dans le temps. Si la douleur, le NOL reste élevé par exemple plus de 60 secondes, c'est qu'éventuellement on peut réinjecter quelque chose. Grâce à cet outil, les soignants réagissent en temps réel à la souffrance de Véronique et lui injectent la dose d'antidouleur nécessaire. Bonjour. Bonjour, madame. Le but, c'est d'éviter que les douleurs perdurent après l'opération et deviennent chroniques. Un patient qui va avoir mal pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, et qu'on va prendre en charge après 5, 6, 7 mois, voire même des fois des années de douleur à avoir ressenti, on sait que dans ces cas-là, d'avoir une disparition totale de la douleur, c'est des fois même mission impossible. Plus tôt on arrive à la prendre en charge, meilleures sont nos chances de réussir à soulager cette douleur et à complètement la diminuer et la réduire au plus bas, voire la faire disparaître. Alex, coucou, ça va? Ouais, nickel. J'étais au bloc du coup. T'es au bloc? Ouais. Prévenir les douleurs est l'objectif numéro 1 du DAPI. Dès la sortie du bloc opératoire, l'unité identifie les patients avec le plus haut risque de douleur chronique. C'est notre tableau qui nous permet de savoir qui est douloureux chronique connu, qui a une pathologie inflammatoire où on va surveiller de façon un peu plus rapprochée, comme les patientes qui ont de l'endométriose, les maladies de Crohn par exemple. On sait que c'est des patients qui peuvent avoir des douleurs post-op. Les infirmiers d'API assurent le suivi des patients à risque dans chaque service. Ça nous a fait un petit malaise vagal au lever. Ah ouais? Donc sur de la douleur. Bonjour Madame Pradier, ça va? Régine souffre d'une maladie de Crohn. Elle a bénéficié d'une chirurgie digestive, une intervention douloureuse. Alexis vérifie si les antidouleurs font encore effet. Donc là, en fait, vous allez me dire ce que vous ressentez en termes de sensations thermiques, c'est froid ou chaud. Je me permets, regardez. Hop. Et pour s'en assurer, Alexis a une méthode très simple. Il utilise une compresse froide. Okay. Si on ne sent pas le froid, c'est qu'il y a forcément dans la zone nerveuse des anesthésiques locaux qui agissent. Et nous, en fait, c'est ce qu'on va surveiller pour que ce soit le plus adapté à la cicatrice. Bien frais? Ouais, c'est frais. Ok, super. Je me permets... un peu moins. Un peu moins? Ouais. Ok. Donc là, en fait, on a un niveau qui est quand même plutôt convenable. Est-ce que vous pouvez me décrire où est-ce qu'elles sont vos douleurs que vous avez évoquées ce matin? Et milieu. Et milieu? Ok. Ouais. Donc là, vous allez avoir la dose d'anesthésiques locaux pour pouvoir prendre en charge la douleur. Et si jamais c'est pas suffisant, on pourra rajouter, vous savez, par voie orale des morphiniques, de la morphine. Grâce à ce suivi sur mesure, l'opération semble être moins douloureuse pour Régine. Un grand soulagement. Moi, je suis venue me faire opérer. Ma pire crainte, c'était la douleur. Et franchement, j'ai rien à dire. Je suis bien écoutée, ils viennent souvent et... On continue comme ça, alors? Ouais, faut continuer comme ça. En France, ce protocole de suivi de la douleur est encore en développement. Le CHU d'Amiens-Picardie fait partie des précurseurs.
Un appel à témoins. Vous avez eu un cancer et vous avez drastiquement réduit votre consommation d'aliments industriels. Eh bien, votre témoignage nous intéresse. Appelez-nous au 01 76 52 59 79. On passe tout de suite à notre dossier du jour. Le printemps, c'est la saison qui donne envie de manger des légumes, même aux personnes les plus réfractaires. Asperges, petits pois, ou encore carottes nouvelles, ou même les radis. C'est vrai qu'on a l'embarras du choix. Alors, quels sont les légumes à privilégier? Quels sont leurs atouts nutritionnels? Et puis, comment les choisir et les conserver? On répond à toutes vos questions avec nos deux invités. Et nous sommes toujours en présence de Sophie Janvier, diététicienne nutritionniste. Et nous sommes ravis d'accueillir Florian Gilbert, maraîcher et primeur. Bonjour. Content de vous retrouver. Eh bien, on est ravis, surtout que vous avez amené un panier absolument incroyable de légumes. Ça donne envie, rien qu'en voyant la couleur. C'est le but. Tout de suite, ça met de bonne humeur. Non, mais c'est vrai, en fait, la couleur, elle est importante dans le choix des légumes. La couleur, elle est importante et elle est prédominante, c'est vrai, au printemps, parce qu'en fait, c'est le renouveau. C'est une des plus belles saisons, parce qu'on s'est un petit peu privé de certaines choses l'hiver quand on respecte les saisons, et c'est très bien. Et là, on retrouve effectivement des belles asperges, des premières tomates cerises, et évidemment les petits radis que tout le monde adore. Effectivement, les radis sont plutôt... Même... Alors moi, j'aime pas les radis. Mais je me dis, si la nature nous offre des radis, c'est qu'il doit y avoir un intérêt. Donc Même avec du beurre et du sel. Ah oui, avec le beurre et le Ouais, avec le beurre et le sel qui passe. Et le pain. Et du pain. Et du pain. Vous pouvez tout simplement les faire poêler. On peut faire poêler des radis? Le radis est délicieux poêlé. En fait, botaniquement, c'est un navet. Donc, si vous voulez le petit goût du navet nouveau, vous allez simplement les faire revenir au beurre. C'est à tomber par terre. Oh, bah tiens, je vais essayer. Ça change du Moi, ce que j'aime, radis. c'est le radis trempé dans le houmous. C'est absolument délicieux, ça change du pain. Et du coup, ça vous apporte plein de petits C'est vrai. bienfaits. Moi, je le noie dans le houmous. C'est-à-dire que le radis est une tarte d'houmous. Et vous pouvez toujours nous envoyer, d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, vos questions par SMS au 41 555. Autour de la table, est-ce que vous avez un légume préféré? Rim. Alors, je sais qu'il n'est pas trop aimé, mais moi, j'aime beaucoup les petits brocolis, là. Ah, les petits brocolis oui. qu'on appelle, vous l'avez dit? Le broccolini. Qui ne vient pas d'Italie, ça n'a pas rapport. Si, effectivement, à la base, ça vient d'Asie, principalement de Chine, mais il a été popularisé en Italie principalement, d'où son petit nom broccolini. Alors, parce qu'en fait, c'est juste un petit brocoli. Il a le goût du brocoli? Alors, c'est le mariage réussi entre une asperge verte et un brocoli. Si je devais vous situer au niveau saveur. En fait, il est beaucoup moins soufré, vous savez, le petit goût fort que peut avoir le brocoli et que certains enfants détestent. Celui-ci, vous pouvez simplement le faire à la poêle ou à la vapeur, ou moi je l'adore rôti au four aussi, juste un filet d'huile d'olive. Et tout se mange, Jimmy. La feuille, la tige et la tête. Voilà. Donc, Aline, vous avez un légume Moi, préféré? j'adore les asperges et les tomates cerises. Mais j'aime bien aussi les concombres. Est-ce que vous connaissez la asperges. différence entre l'asperge verte et l'asperge blanche? Oui, c'est une histoire de couleur. Il y a une qui est blanche et une qui est verte. Bravo, Jimmy. Il a raison. Oui, il sera à l'Olympia le 24 et 25. Au-delà de la couleur, en fait, c'est la même chose. Et effectivement, c'est bien une question de couleur. En fait, l'asperge blanche, on la protège souvent d'une bâche opaque, donc elle ne voit pas la lumière et donc elle reste blanche. Au contraire, on laisse l'asperge verte sortir de terre et elle devient verte avec la lumière du jour. C'est de la chlorophylle. Marion nous pose cette question. Quel légume privilégié pour faire le plein d'antioxydants? Sophie, vous n'avez pas un, mais 5 légumes coup de cœur à nous proposer. Oui, alors... C'est évidemment un classement un peu subjectif, mais je commence par le petit pois, parce que je crois qu'il n'y a pas meilleur au printemps qu'un petit pois frais. Et en plus, c'est excellent parce que c'est très rassasiant, le petit pois, à cause de la présence en fibres, mais aussi la présence en protéines. Et c'est assez rare d'avoir un légume avec des protéines végétales, en tout cas autant de protéines végétales. Et puis, il y a un petit peu d'amidon qui va donner ce côté rassasiant. Mon deuxième légume coup de cœur, c'est l'asperge, justement, verte ou blanche, qui est un véritable allié pour notre microbiote grâce à ses fibres prébiotiques, c'est-à-dire des fibres qui vont permettre la croissance de bonnes bactéries. Troisième légume que je vous conseille, tout simplement la laitue, car très riche en eau, donc c'est bien pour l'hydratation. Mon quatrième légume, c'est la carotte, et en particulier la carotte primeur en ce moment, parce qu'elle va être très tendre, peu fibreuse, et donc si vous avez l'intestin fragile, c'est vraiment l'ami de votre digestion. Et pour terminer, les épinards, plus particulièrement les jeunes pousses d'épinards crus, très riches en folate, aussi appelée vitamine B9, c'est une vitamine dont on ne parle pas assez souvent, mais qui est essentielle pour le renouvellement cellulaire, particulièrement en préconception, quand on est enceinte, mais plus généralement, ça va vraiment être une vitamine dans laquelle il y a quelques carences en France, donc je vous conseille vraiment de manger aussi des épinards. Épinards, on les mange crus?
ou cuit? Moi, j'aime bien dans la salade, quand c'est cuit, les enfants, parfois, sont un peu... Les deux, Jimmy. Effectivement, on peut dissocier dans l'épinard la pousse d'épinard, qui est vraiment la toute petite pousse qu'on retrouve dans ce panier-là, et qui sera en salade, sera juste à tomber, parce que vous n'avez pas la fibre, vous n'avez pas la grande tige. En revanche, effectivement, si vous faites une poêlée, alors ça demande beaucoup souvent de quantité, parce que ça réduit. Un grand sac comme ça, il vous reste ça dans l'assiette. Et effectivement, juste poêlé, pareil, ça, vous pouvez simplement le faire fondre dans une poêle, juste une noisette d'huile d'olive, et c'est tout facile à cuire, et voilà, ça évite de prendre des épinards en boîte. Comment on conserve justement la salade, les épinards? On les laisse dans un sachet, dans un plastique, on les met dans un bocal en verre, on les met au frigo, on les met tout en bas, tout en haut? Alors absolument, on les met déjà au frais, ça c'est hyper important, parce que c'est des pousses qui sont pleines d'eau. Et donc, effectivement, il faut les garder au frais. L'idéal, c'est de bien les laver quand vous rentrez du marché et de mettre ça dans une boîte hermétique. Donc, boîte en verre, par exemple, c'est vraiment l'idéal. Et de les consommer très rapidement, parce que sinon, on va perdre un certain nombre de nutriments, notamment la vitamine C. Un bout d'un ou 2 jours, on a perdu 50% de la vitamine C, par exemple, des petits pois. Donc, on les mange ultra frais. Bien les laver, excuse-moi. Bien les laver, on peut mettre du sel dans l'eau et faire tremper. Est-ce que c'est bien ça? Mais pourquoi faire du sel? Pour assaisonner? Ça décape un peu. Non, pas pour assaisonner. Alors certains disent qu'il faut rincer certains fruits et légumes avec du vinaigre blanc pour retirer justement les petites bestioles. Et pas trop en mettre. Voilà, pas trop en mettre. Et que le bicarbonate permettrait d'enlever une partie, notamment une couche superficielle, des pesticides. Mais après, c'est à chacun évidemment de faire en fonction. Mais on les lave correctement en fait. C'est vrai que la salade. À l'eau claire, absolument. Mais est-ce qu'il faut être plus vigilant sur la salade que sur les tomates, par exemple, pour le rinçage? Moi, j'ai toujours peur de trouver des petites bestioles dans la salade. Ah, mais ça fait de la protéine, Jimmy. C'est pas un problème. Très bien. Non, effectivement, ce qui est important, c'est de bien les essorer. Voilà, ça, c'est hyper important. Si vous voulez conserver votre salade au moins à plus de 3 jours, essorez bien, ne laissez pas un excès d'eau, parce que, comme je vous disais, c'est déjà constitué énormément d'eau, donc voilà. Rim, vous avez pris les asperges blanches. Oui, mais j'étais curieuse, parce que c'est vrai que beaucoup de gens adorent ça, mais ça reste quand même assez coûteux. Alors pourquoi est-ce que c'est un légume qui est plus rare ou C'est vrai que c'est cher, les asperges. Oui. Un petit peu. Est-ce que vous savez que c'est cueilli juste une par une? Ah oui? Oui, c'est cueilli à l'aide d'une gouge, donc c'est un outil qui, pour le producteur, nécessite de couper. Voilà, chaque asperge est unique, et forcément, ce que vous payez, c'est quand même la main-d'œuvre du producteur. C'est pour ça que c'est assez coûtant. Il n'y a pas de machine qui coupe encore les asperges. Alors, on a cette question de Christine à propos des artichauts. Est-ce qu'ils sont bons pour le foie? Alors, c'est vrai que c'est un peu le mal-aimé des légumes du printemps. L'artichaut est souvent perçu comme trop long et compliqué à préparer. Et pourtant, avec quelques astuces, on peut en faire un plat délicieux. C'est ce que vous allez voir dans ce reportage signé Safar Baroud, Alexandre Delaval, Nathalie Vincenti. Avec l'arrivée des beaux jours, sur votre table à l'apéro, quoi de meilleur qu'un amuse-bouche à l'artichaut? Au fourneau aujourd'hui, c'est Jérémy Grosdidier, chef cuisinier spécialiste des légumes, qui nous livre une de ses recettes phares. Alors, on va faire un arro blanco d'artichaut. Donc, arro blanco, normalement, c'est amandes, ail, pain, un peu une soupe froide. Et là, on va remplacer le pain par l'artichaut. Première étape, c'est de cuire l'artichaut. On va le cuire entier. On va enlever la première partie. En plus d'être riche en vitamines et minéraux, l'artichaut contient de l'inuline, une fibre qui permet de renforcer et de nourrir la flore intestinale. Pour conserver sa belle couleur, glissez entre ses feuilles des lamelles de citron. Le citron, il va permettre que le cœur d'artichaut noircisse un peu moins et il va donner du goût surtout à l'artichaut. Ajoutez également du laurier et du thym. Disposez ensuite votre artichaut dans une cocotte. Remplissez-la d'eau à mi-hauteur et cuisez à couvert pendant au moins 45 minutes. On lance la deuxième cuisson, donc on va cuire les amandes. Émondez bien sûr. Avec oignons, bouquet garni et 2 gousses d'ail. Remplissez la cocotte d'eau et comme pour l'artichaut, comptez 45 minutes de cuisson. D'ailleurs, notre artichaut, où en est-il? Pour savoir si l'artichaut est cuit, on va simplement tirer une feuille et là, elle part toute seule. Donc là, c'est tout bon. N'attendez pas qu'il refroidisse. Déshabillez-le à chaud. Les feuilles se retireront plus facilement. En général, les premières sont pas ouf. Celles-ci, elles ont encore beaucoup de fibres. Préférez donc les plus charnues. On va les réserver de côté, les laisser refroidir. Place maintenant à la partie la plus redoutée des amateurs d'artichaut, la découpe du foin. Je vais prendre une cuillère assez fine et là, on va venir juste au niveau de la chair, racler autour du foin pour récupérer un maximum de cœur. Et là, du coup, le foin s'enlève tout seul et on a récupéré vraiment le cœur de l'artichaut. Quant au mélange amande-oignon, une fois cuit, placez-le dans le mixeur. Ajoutez-y votre fond d'artichaut
et une bonne louche d'huile d'olive. Le but, c'est de faire un peu comme une tapenade d'amandes et d'artichauts. Hop. Au fur et à mesure, rectifiez en huile d'olive et ajoutez un peu de bouillon de cuisson. On n'utilise surtout pas l'eau de l'artichaut qui a pris de l'amertume. On utilise l'eau de cuisson de nos amandes avec l'ail et le laurier. On remixe. Voilà, là on commence à avoir un truc un peu plus lisse, donc un peu plus agréable en bouche. Assaisonnez en sel, en poivre et ajoutez de la ciboulette pour plus de fraîcheur. Il faut que ça soit quand même bien assaisonné. On peut même rajouter des épices. Même chose maintenant pour les feuilles d'artichaut. Et on finit par un peu de jus de citron. Mélangez puis dressez le tout dans une belle assiette. Donc là on met juste notre tapenade un peu au milieu. Et on va situer une petite fleur comme une fleur d'artichaut avec les feuilles, pour que ce soit un peu élégant. On finit par un trait d'huile d'olive et on déguste. Le but, c'est de prendre les feuilles et de venir picorer la tapenade. Il y a juste les bouts des feuilles qui se mangent comme ça. Et là, c'est très bien. En assaisonnement, on est bon. Onctueux et bien relevé, pour reproduire vous aussi cet artichaut chez vous, il vous faudra un gros artichaut, un citron, un oignon, 2 gousses d'ail, 150 g d'amandes, 100 ml d'huile d'olive, un bouquet garni, de la ciboulette, du sel et du poivre. Bon appétit! Oh là là. C'est vrai que ça donne envie. Magnifique. Alors, pour répondre à la question de Christine, est-ce que les artichauts sont bons pour le foie? En fait, l'artichaut contient une molécule qui favoriserait la production notamment de bile et qui aiderait à la digestion. En revanche, aucun aliment ne permet de soutenir le foie tel qu'on peut le vendre. La seule chose, c'est que pour soutenir le foie, il faut éviter de consommer de l'alcool, faire attention notamment aux médicaments. Et il y a des compléments alimentaires à base d'artichaut qui ne servent à pas grand-chose, voire à rien. Donc ne vous faites pas avoir, mangez des artichauts et des vrais, car ils contiennent notamment du potassium. La plupart des légumes contiennent du potassium et ce potassium a une action incroyable sur votre santé cardiovasculaire. Avec le potassium, vous allez améliorer la contraction des vaisseaux qui vont se dilater plus facilement. Parallèlement à ça, vous allez avoir une élimination notamment du sodium, le sel, et on sait très bien que ces deux actions combinées améliorent votre tension artérielle à tel point que les personnes qui consomment des légumes qui contiennent du potassium ont 13% de risque en moins d'avoir une maladie cardiovasculaire. Donc, mangez des légumes de saison, si possible. Sauf que pour les enfants, Florian, c'est un peu galère. Hein. Nous, ok, ça nous fait plaisir, les asperges et tout le tralala, mais... Oh, il y a plein de petits légumes, ça va. Alors déjà, un conseil, faites participer vos enfants à la cuisine. Je crois que ça, c'est le maître mot pour essayer, en tout cas, de leur donner envie d'y goûter. Après, bien évidemment, vous avez la tomate cerise. Les enfants, ils adorent ça. Ça, vous le retrouvez, ça y est, depuis le début du printemps, sous serre, bien sûr. Et puis après, vous pouvez faire des petites poêlées de légumes, toutes simples. Alors, laissez pas le légume entier. Peut-être que, voilà, si on a envie de séduire un petit peu l'enfant, visuellement, au moins, il ne reconnaît pas le brocoli. Donc, n'hésitez pas à couper, ciseler. Moi, le brocoli, je le mets au air fryer, un filet d'huile d'olive et ça transforme en chips quasiment. Ouais, c'est un peu brûlé, bon, ok, décomposé, qui sont pas terribles. Mais on fait comme on peut avec les enfants. Il faut jouer sur les textures, vous avez raison. C'est vrai que le côté croustillant et éviter les choses trop molles. Et c'est vrai que les enfants préfèrent des choses qui se croquent. Ça marche également avec les choux de Bruxelles, qu'on peut éplucher, qu'on met sur une plaque de cuisson avec de l'huile d'olive, un peu de parmesan. On met ça au four. Recette. C'est très bon et c'est un côté un peu croustillant et on fait manger des choux de Bruxelles aux enfants. Astrid nous demande si on peut trouver des protéines en quantité suffisante dans les légumes de printemps. Alors en principe, non. Les légumes, c'est quand même plutôt pauvre en protéines. Mais on l'a vu, il y a quelques petites exceptions avec le petit pois ou la fève qui vont contenir quand même genre 5-6% de protéines pour 100 grammes. C'est pas si mal. Mais c'est insuffisant pour couvrir les Mais besoins. c'est tout à fait insuffisant pour couvrir les besoins quotidiens. Les épinards sont-ils vraiment riches en fer? C'est Yvette qui nous pose cette question. Oui, mais ce n'est pas les aliments les plus riches en fer. On trouvera plus de fer végétal dans les légumes secs, par exemple. On dit souvent que la cuisson dégrade les vitamines. On nous demande s'il vaut mieux cuire les légumes à la vapeur. C'est Jean-Paul. Oui, effectivement, une cuisson courte à la vapeur, ça va beaucoup moins gâcher la vitamine C et la fameuse vitamine B9 dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors là, on voit les salades. Tout à l'heure, vous parliez de la laitue. Est-ce que les laitues iceberg, ça vaut les autres laitues plus vertes? Oui, toutes les laitues vont être intéressantes. Après, j'aime bien aussi la laitue rouge, donc plus riche en antioxydants. On a dit tout à l'heure que les couleurs, c'était important. Plus il y a de couleurs, plus ça veut dire qu'il y a des antioxydants. Donc toutes les sortes de laitues, mais plus elles sont colorées, mieux c'est. Angélique nous demande quels sont les légumes de saison qui sont le plus riches en fibres. Bon, ils contiennent tous des fibres. L'artichaut en contient également pas mal. L'artichaut est vraiment dans le top. Le petit pois aussi. Mais l'artichaut, c'est le summum. Et puis en plus, c'est vraiment des fibres super intéressantes pour notre microbiote. Il y a une façon de choisir un
artichaut ou ils sont tous bons? Autant, des fois, enfin, je sais pas comment Un conseil, enfin, ça dépend des variétés, mais le plus fermé possible. Ça, c'est hyper important. Il ne faut pas oublier que l'artichaut, c'est une fleur à la base, qui devient magnifiquement violette au printemps. Donc, choisissez le. Attendez, ça devient violet un artichaut? Ouais, c'est une fleur. En fait, c'est des pétales, tout simplement, vont s'ouvrir et vont donner une fleur magnifique. D'ailleurs, en ornement dans le jardin, c'est super. Il y a aussi l'artichaut violet. Oui, le petit violet de Provence, la variété qui est super. C'est-à-dire que je peux offrir un artichaut si je le mange pas à la fin. Faites attention, c'est de la famille du chardon, donc ça peut piquer un peu. Ça peut être mal interprété. Mais pour revenir à ça, bien le choisir, effectivement, bien fermé. Il faut qu'il soit quand même bien vert et pas oxydé, vous savez, avec des petites taches dessus. Voilà. Christelle nous demande s'il y a des légumes à choisir quand on a l'intestin fragile, et notamment l'intestin irritable. Oui, effectivement. Notamment dans les légumes de printemps, il y a des légumes qui ne vont pas du tout être l'ami des gens qui ont un intestin irritable. On a parlé de l'artichaut, il y a aussi l'asperge, les petits pois. Donc ça contient des fructanes. Et ça, effectivement, ça peut créer des ballonnements ou des troubles du transit. Donc on va favoriser plutôt le radis, la carotte, les salades. Le concombre, la courgette. Enfin, la courgette, c'est plutôt en été. Mais voilà. Florian, bouchez-vous les oreilles. On va parler des légumes qu'on trouve également en conserve, parce qu'il faut aussi être pragmatique. Il y a une question de pouvoir d'achat, de conservation. Et on a des légumes en conserve. Là, on a des petits pois, mais on a également la version surgelée. Est-ce que ça peut être une alternative bonne de quand on peut pas ou quand on préfère ça, on peut aussi les consommer de cette façon? Oui, bien sûr. En particulier surgelé. Surgelé, on va avoir des valeurs nutritionnelles très comparables aux légumes frais, parfois même légèrement plus riches en vitamines. Par contre, effectivement, dans la conserve, on va avoir perdu un certain nombre de vitamines, mais on va conserver les fibres. Et puis attention, ça peut parfois avoir un petit peu de sel, un petit peu de sucre, donc rincez-les éventuellement. Mais c'est toujours mieux que rien, parce qu'on rappelle que vraiment le premier geste santé, c'est de manger régulièrement des fruits et des légumes. Vous avez raison, dans cette petite boîte de petits pois, on a 7 grammes de sucre, c'est-à-dire un morceau de sucre, voire un peu plus, dans une petite boîte. Donc voilà, vous les rincez, c'est un premier conseil. On peut les congeler nous-mêmes aussi. Bien sûr. Le brocoli que j'achète, je peux le mettre au congélateur? Oui, et puis il n'aura pas la même saveur qu'en boîte. Déjà, il faut le rappeler quand même. Effectivement, vous avez simplement les écossais et on peut les faire blanchir. Voilà, souvent, nos grands-parents, c'est ce qu'ils faisaient. On les plongeait à l'eau bouillante juste 1 ou 2 minutes. Et puis tout de suite les refroidir, bien les sécher dans un torchon pour pas qu'ils cristallisent à l'intérieur de votre petite poche et vous envoyer au congèle. Eh bien, finalement, l'idée, c'est de varier un maximum. Faites comme vous pouvez. Comme cette saison, c'est censé être un peu moins cher d'ailleurs? Oui, manger de saison, forcément, dit qu'il y a plus de volume sur le marché. Donc, effectivement, les prix, en principe, baissent. Voilà. Eh bien, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Rim, merci beaucoup. Merci. Aline. Sophie, c'était un plaisir. Voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Si vous souhaitez voir ou revoir l'enquête de santé diffusée hier soir sur France 5, Aliments pollués, on mange quoi maintenant, présentée par Marina Carrère-Dancos, eh bien sachez qu'elle est disponible dès à présent sur la plateforme France.tv. Je vous souhaite une excellente journée sur France 5 et je vous dis à demain. Salut.